Donc voilà, on a une image qui représente un peu, comme vous l'avez vu, la formation. Exactement. Donc j'ai préparé juste une petite introduction au travail qu'on a fait. Est-ce que je peux avoir les slides, s'il vous plaît? Vous avez le... Voilà, merci. Alors, ça ressemblait un peu à ça, la formation. C'était la première formation qu'on a faite sur le site parce que c'était ça aussi qui était très, très important avec BC et avec Atelier Luma et avec Yann et avec toute l'équipe. C'était de faire de la formation pendant qu'on faisait le chantier. C'était pas une mince affaire. On peut demander à Eric Pérez comment c'était compliqué de faire ça, qui était notre AMO. Mais ils ont insisté. Donc, à chaque étape, on avait la possibilité de former des gens. On a fait même un propay avec Nebraska. Mais ça, c'était la première formation qu'on a fait qui était sur les terres crues, pisées et terres de briques. Et évidemment, l'entreprise Tenzi a suivi ce projet de Luma depuis... venez. Depuis le début, on va dire. Depuis tout le début, même depuis l'Armelière. Oui, ça, oui. Et c'était aussi le chantier de la tour, c'était aussi la totalité du projet. Ça a été beaucoup de projets. Depuis 2013, en fait, on travaille dans le parc. Donc, voilà. C'est énorme. Donc, évidemment, construction de maisons individuelles, réhabilitation des bâtiments, reconstruction de bâtiments anciens, qui est très important ici dans le coin, construction de logements collectifs. En fait, une offre complète qui nous a suivis. Et évidemment, la formation sur le parc des ateliers et surtout le travail qu'on a fait en formation a eu lieu dans ce bâtiment. Mais aussi, il faut dire qu'il y a eu plus que 60 étudiants qui ont été formés. Mais le truc qu'on a regardé le plus, c'est quoi les métiers qui sont arrivés vers nous pour être formés, les carreleurs, les ébénistes, des maçons, des menuisiers, des professionnels de la plâtre. Mais si ces métiers, on les verra dans l'avenir, on aura peut-être des ouvriers d'éco-construction, on aura des maçons de terre crue, on aura ceux qui font l'alliance entre la terre, le bois, le fibre, les cloisons et les enduits de finition. On aura peut-être de réemploi, des experts de réemploi, et ça on le verra plus tard. Et il faut dire que le casting était super intéressant parce qu'on avait autant d'étudiants qui sont venus nous voir que des professionnels du métier. On avait même les ABF, ça c'était extraordinaire de voir les ABF venir ici et suivre une formation d'enduit. Parce que ces enduits de terre peuvent être aussi une clé de la rénovation de la ville UNESCO. Donc c'était un groupe très intéressant. Et puis dans les participants, il y avait même la possibilité, dans la partie payante qui était le propay, d'avoir les OPCO. Ça veut dire que c'est possible aussi de se former dans ces métiers d'une façon professionnelle, sans problème. Je vous montre quelques images de... Ça, c'était plutôt le propay. Ça, c'était la formation avec... je crois qu'il y avait même les étudiants de Harvard qui étaient là en train de faire de l'architecture avec la paille. Ça, c'était la partie que vous avez participé. Tout à fait. Donc là, c'était le pisé. Voilà, c'était le pisé. On nous a appris à faire des mélanges de terre pour pouvoir faire des murs. Voilà, c'était génial. Il y avait tout le monde qui regardait une machine, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait. C'était un malaxeur. Un malaxeur. C'était un malaxeur. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on a malaxé donc avec un malaxeur planétaire et nous, on avait déjà une centrale à béton avec malaxeur planétaire et avec BC qui a fait la formulation des mélanges de terre qu'il fallait faire pour tout l'atelier. On a reproduit d'une manière un peu plus industrielle, on va dire, ces mélanges pour pouvoir les distribuer aux acteurs.
Et ça, c'est quelque chose dont je suis assez fier parce qu'on a pu, à moindre coût, utiliser les ressources naturelles. Donc, il y avait aussi des gravats d'excavation. Tout à fait, tout à fait. Il y avait c'est toute une recherche. Toute cette recherche avait été faite par BC et il nous a orientés justement vers les ressources pour pouvoir les utiliser. Et ça, c'est les carottages? En fait, ça, c'est donc des morceaux de pisé suivant les formes qu'on avait, suivant ce qu'on avait eu envie de mettre dans les couches successives. Voilà, donc il y avait quand même beaucoup d'expérimentation dans l'esthétique. Tout à fait, oui. Tout à autant fait. que dans la technique. Oui, l'esthétique était importante et on le voit. Hein, c'est d'ailleurs quand on voit l'atelier, on voit que c'est beau. Hein, on a vu les photos. Et ça, très beau. C'était l'arc. Oui, c'était un arc en briques de terre crue. La fameuse arc. Le fameux arc, oui, qui avait une forme un peu McDonaldienne, on va dire. Oui, je crois qu'il y avait même un deuxième côté M. Tout à fait. C'était un M à la fin. Tout à fait. Mais c'était aussi pour beaucoup d'étudiants en architecture qui n'ont jamais fait une arc. Donc tout simplement, c'est différent quand on voit quelque chose sécher devant nous et le temps de séchage et la façon que c'est pas si facile de manipuler. Je vous laisse la parole. Mais si vous voulez, je vais essayer d'être... je ne suis pas très fort en éloquence. Hein. On a encore 4 minutes. Bon, je vais faire vite. Bon, donc, préalablement, je souhaiterais remercier notre maître d'ouvrage pour sa détermination à intégrer des pratiques durables et respectueuses de l'environnement. Donc, sa volonté a permis d'élever considérablement le standard dans notre secteur géographique, il faut qu'on en soit conscient. En ma qualité de constructeur, j'ai commis, par ignorance, des aberrations, comme celle de démolir des murs en terre crue sans la réutiliser, c'était dans les Alpilles, et ne réemployant pas les ressources locales, car je pensais faire réaliser des économies à mes clients. Le savoir-faire de notre entreprise dans le patrimoine bâti intégrait déjà le réemploi de certains matériaux, mais l'utilisation des ressources telles que la terre, la paille et dernièrement la chaux vive, des matériaux dévalorisés depuis l'ère industrielle, doivent retrouver aujourd'hui leur place dans la construction. En somme, cette approche permet de construire de manière écologique, durable et socialement responsable, tout en renforçant les liens avec notre territoire et en célébrant son patrimoine. C'est ce que l'on doit à nos enfants. Afin d'orienter notre secteur dans cet axe, le défi est compliqué mais très motivant. Ça passe principalement par le partage de la connaissance, c'est pour cela que la démarche de l'UMA est bienveillante. Les formations ainsi que les réalisations du parc des ateliers ont permis à tous de progresser dans cet axe. On peut citer particulièrement le bâtiment électrique, transformé en atelier Luma, pour lequel, avec tous les acteurs, ont été créés des murs en briques de terre crue, des murs en pisé, des doublages et isolations de toiture en paille de riz, des enduits en terre, en utilisant des matériaux du site ou locaux. Tous, nous devons faire de même et nous ouvrir, déplacer les centres d'intérêt de chacun vers l'intérêt collectif. L'enseignement est le pilier du développement, notre société repose sur celui-ci. Nous devons donc être formés, informés, transmettre, et ce n'est pas simple dans ce monde où le premier objectif reste le profit. Nous ne pouvons continuer à épuiser nos ressources, l'heure est venue de les préserver. Voilà, je le pense sincèrement. Pour cela, nous devons fédérer dans cette direction tous les acteurs, et notamment les maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, assureurs, bureaux de contrôle, tous les techniciens, les industriels, les délégations syndicales, les banquiers, mais également tous les producteurs de matières premières mis au rebut. Les agriculteurs en brûlent, les centres de recyclage en enfouissent, la ressource est grande. La responsabilité élargie du producteur nous conduit à réemployer, mais à mon sens, il est dommage qu'elle ne prenne pas en compte les ressources issues de l'agriculture naturelle, comme la terre, la paille, la chaux vive. En matière d'innovation, nous établissons une révolution dans le sens de celle que effectue la terre quand elle revient à son point de départ chaque jour, chaque année. La transformation des matières doit se faire de cette manière, impliquant le retour au point de départ. Nous devons traiter nos ressources dans cette perspective, cette volonté de pouvoir les utiliser, les pérenniser. Nous devons également adapter nos outils, voire en créer afin de limiter les efforts physiques de nos employés.
c'est pour moi impératif. Nous devons faire preuve de beaucoup d'intelligence. Et je pense aussi que l'intelligence artificielle peut nous aider à utiliser tous les paramètres nécessaires à l'optimisation du réemploi des matériaux éco-régionaux. Donc rien n'est à jeter en fait. Une nouvelle manière de créer, de construire, une remise en question permanente. Voilà. Merci à tous. Merci à vous. Merci infiniment. Vous avez des questions pour... Oui, il y a une question là. Salvador, revenez. C'est pas une question, c'est que quand j'ai vu la très belle image avec l'arc en terre crue, Ouais. ça m'a rappelé un voyage que j'ai fait en 1990 en Égypte. Le palais de Ramsès II, sa maison, là où il habitait, il est en briques de terre crue. Donc, vous voyez, ils étaient très écolos à l'époque. Oui, je suis d'accord avec vous, Monsieur Sabeg, et moi aussi, ce voyage en Égypte, c'était une merveille de connaissances, et notamment avec un matériau dont on a parlé hier soir avec Olivier, qui est le plâtre, et dont je n'ai pas parlé, mais c'est vrai que c'est des matériaux extraordinaires qu'on a oubliés. C'est dommage. C'est dommage. Vous avez parlé de la chaux vive dans votre exposé. Dans quel cadre vous l'aviez utilisé? En fait, j'ai simplement fait une formation avec Rachid Mizrahi. Enfin, en fait, j'ai pris une belle claque, si vous voulez, en découvrant que c'était utilisé jusqu'avant l'ère industrielle et que moi, j'en ai pas eu du tout connaissance pendant toute ma carrière. Et là, c'était en fait une discussion que j'ai eue avec Rachid qui me parle de la découverte du MIT sur l'auto-réparation des bétons romains. Et donc cette formation m'a vraiment touché et m'a ouvert vraiment les yeux. Et je pense qu'il faut qu'on l'utilise parce que utiliser les produits industriels tels que la chaux Saint-Astier, pour ne pas la citer, c'est une erreur, alors que j'ai toujours cru qu'il fallait utiliser ce genre de matériaux parce qu'il fallait utiliser la chaux. Moi, quand j'ai commencé, on avait utilisé du ciment, et puis on m'a dit le ciment, c'est pas bon, utilise de la chaux, mais une chaux industrielle. Puis finalement, on se rend compte que la chaux hydraulique fait autant de dégâts sur la pierre, presque autant de dégâts sur la pierre que la chaux vive. Et donc, j'ai vu tout un tas d'ouvrages et les réalisations qui ont été faites. On a fait le tour d'Arles, on est allé dans les thermes Constantin et on a découvert des choses. Enfin, moi, j'ai appris des choses après 40 ans de métier. Ce qui est génial d'ailleurs dans notre métier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je viens de voir Sébastien arriver de son chantier. Bonjour. Pour faire sa présentation. Bonjour, Diane Rébiscoul du CEA. Donc moi, je suis chercheur et on a déjà, et ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'il y a des choses sur le torchis. Nous, en tant que chercheurs, c'est un matériau sur lequel on mise beaucoup. On a déjà essayé de monter des projets pour comprendre la science qu'il y a derrière. Alors c'est vrai que c'est des matériaux de composition variable, de propriétés un peu variables. Et ma question, c'est la suivante. Au regard des objets qu'on voit au niveau archéologique et puis qui durent depuis des centaines, voire des milliers d'années, quel argument supplémentaire on peut donner pour arriver à se faire financer des projets scientifiques qui cautionneraient encore plus ce type de matériaux? Voilà, je ne l'ai pas encore trouvé. Moi, je ne peux pas répondre à cette question. C'est vraiment très, très compliqué pour moi. Mais je pense que quand je parle de fédérer, c'est vraiment c'est ça en fait. C'est essayer donc si on a un projet, essayer de trouver les personnes qui croient à ça. Et bon, ça c'est pas simple. Voilà. Mais effectivement, c'est là où il faut se retourner, c'est-à-dire regarder ce qui a été fait. Et qu'on a oublié il y a 2000 ans,
et pourquoi ça tient. Voilà, c'est une évidence, ça. Et ça, quand on nous met devant l'évidence, je pense qu'on peut que acquiescer, quoi. Voilà, après, trouver les gens qui financent. On a de la chance d'avoir un maître d'ouvrage ici qui nous a fait travailler dans des conditions extraordinaires, qui en est de plus en plus, c'est tout. C'est un bon message.